Bienvenue dans ce nouveau podcast Tout est sous contrôle. J'espère que vous avez apprécié les podcasts précédents, dont le dernier qui était sur l'IA. On a eu quelques jolis commentaires, quelques retours positifs, donc ça nous a fait très plaisir. Donc c'est pour ça qu'on continue avec vous. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de supervision, pour retourner un petit peu à l'essentiel. Quand on parle supervision, on a souvent tendance à parler de la supervision. Historiquement, on va parler de la supervision de mon serveur, de mon service, de mon site web, de processus Apache, ce genre de choses-là. Ça, c'est très classique, c'est quelque chose qui est assez historique, mais on pense pas souvent à supervision d'autres choses, des choses qui sont un petit peu dans le monde réel. Et on va parler d'OT, par exemple. Alors, OT, ça va pas parler à grand monde au début, je pense. Vous allez voir, aujourd'hui, on est très bien accompagné. On va vous guider dans ce sujet-là. On a quelqu'un qui va vraiment nous expliquer tout ça en détail. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Donc, Pierrick, bonjour. Merci d'être avec nous. Tu vas nous aider un petit peu à mieux saisir ce sujet-là. Je vais essayer. Je pense que tu vas y arriver avec pertinence et élégance même. Mais avant ça, tu m'as dit que tu avais une petite actualité qui était un petit peu en lien. C'est assez intéressant, je trouvais. Donc, vas-y, je t'en prie. C'est tout simple. C'est que quand je fais ma veille techno, il y a 2 semaines, je tombe sur une nouvelle de Red Hat qui fait une collaboration avec un éditeur que je ne connais pas. Cet éditeur, c'est un spécialiste du MES, les logiciels de pilotage de l'exploitation des usines. Ils font des choses ensemble. Alors, je me demande de quoi il s'agit. C'est pas très logique, un éditeur Linux qui fait un... Je comprends pas trop, je creuse un peu, et là, je découvre que, ce que je ne savais pas, que Red Hat a une offre dédiée pour les usines, l'exploitation, la production, avec alors c'est pas OpenShift, c'est MicroShift, c'est pour déployer des containers dans des environnements contraints où il y a pas beaucoup de hardware. Ils ont du Kafka pour envoyer les données dans le cloud, mais un truc bricolé. Ouais, bref, je découvre qu'en fait les conteneurs, pour moi, Kubernetes, c'est le cloud, c'est le private cloud. Ouais. En fait, il y a tout un monde qui existe, qui est pas forcément dans mon radar. C'est pas ce à quoi on pense, quoi. Voilà. En fait, toute cette techno-là, elle existe aussi dans le monde physique ou le monde réel, c'est-à-dire bien loin des data centers et du cloud. Et c'est les mêmes technos, c'est le même open source, c'est le même Red Hat. Par contre, ils font des choses assez différentes. Et donc, dans le communiqué de presse, ça parlait de OT, environnement opérationnel, technologie opérationnelle, de industrie 4.0, de MES, de l'industrie 4.0, oui. Ça me rappelle des souvenirs, on pourra en parler un petit peu plus en détail. Donc effectivement là, c'est intéressant parce que c'est une actualité vraiment, tu disais, ça date il y a 2 semaines. On est en plein sur le sujet dont on parle, sauf que nous, on ne fait pas de distribution Linux, on va parler de supervision. Mais ça montre bien que ce qui existe dans l'IT, ça se déverse dans le monde réel. On n'y pense pas naturellement. On n'y pense pas naturellement, mais il y a des bonnes raisons. Et c'est une tendance qui se fait depuis quelques années. On parle d'edge computing, par exemple. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Alors peut-être que pour commencer, on peut avoir quelques définitions, parce que voilà, tu disais OT encore, on a dit OT en introduction, on parlait d'edge computing. Qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que quelques petits mots à partager pour qu'on comprenne, qu'on se situe dans cet univers? Oui, dans l'informatique, on aime quand même bien jargonner, on aime bien les acronymes. D'ailleurs, on ne dit pas l'informatique, on dit l'IT. Ah bah attention, oui. Voilà, et comme on dit l'IT, on dit l'OT, Operational Technology. Donc c'est Gartner qui a inventé ça en 2006, je crois. C'était à propos des réseaux d'électricité. Ils se sont rendus compte que il y avait des technos qui ressemblaient un petit peu, qui étaient connectés à l'IT, mais qui n'étaient pas de l'IT. Alors ils ont appelé ça Operational Technology, la technologie opérationnelle. Et en fait, il s'agit de la suite de ce qui existait avant, qui étaient les automatismes, les PLC, les Programmable Logic Computer, les SCADA. Des choses qui existent dans l'industrie depuis très longtemps. Dans l'industrie, depuis toujours, il y a des systèmes qui progressivement sont passés de l'automatisme au microprocesseur, mais qui étaient très autonomes. Et puis un jour, on a commencé à les brancher sur le réseau pour commencer à parler à des applications ou envoyer des données. Et donc là, quelqu'un a dit, tiens, on va appeler ça la technologie opérationnelle. Alors plus tard, on a parlé de IoT, l'Internet des objets. Alors ça se complique parce que tu as IT,
OT, IoT, c'est les mêmes lettres. Voilà, c'est les mêmes lettres, mais bon. Alors IoT, ça a été plutôt vu dans le domaine consumer, la smartwatch, des choses comme ça. Ce qui veut dire que plus tard, il y a les industriels qui ont dit il y a IoT, c'est l'IoT industriel. Alors là, voilà. Et au même moment, on a parlé de industrie 4.0. Alors je sais pas ce que c'est 2.0, 3.0, mais 4.0, c'est la transformation digitale ou transformation numérique appliquée à l'industrie. Je te confirme, on a sauté le 3.0. Voilà. Et donc, dans ces environnements-là, il y a tout un tas d'acronymes, donc il y a des protocoles, des choses. Mais voilà. Donc l'OT, l'IoT, en fait, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde réel. Quand je passe un péage et une barre de péage, là, elle est connectée bizarrement. Parce que tout est informatisé maintenant, en fait. Tout est informatisé. Quand je vais prendre le bus, le petit display qui me dit que le bus arrive dans 2 minutes, voilà, ça fait partie du monde physique. Les ça fait écrans dans le tram, des choses comme ça. Exactement. Et donc, on vit dans un monde où tout le monde réel, physique, là où on se déplace à pied, en voiture, etc., là où on travaille, là où dans un entrepôt logistique, dans tout ce monde-là, il est connecté. Et s'il est connecté, c'est parce qu'il y a des appareils hardware physiques qui eux-mêmes sont connectés. L'ensemble de toutes ces technologies-là, on n'appelle pas ça de l'IT, parce que c'est pas des serveurs, comme tu disais, c'est pas du Apache, etc. On appelle ça OT, IT, OT, voilà, ça se ressemble. Ça se ressemble, ouais. C'est pour ça que Gartner a pris. Voilà, c'est des malins, ils ont dit, tiens, il y a IT, je fais OT, comme ça. IT, OT sont dans un bateau et qui tombe à l'eau. Donc voilà, OT, c'est tout ce qui est connecté au réseau et qui se trouve dans le monde physique et qui, en général, a une présence hardware physique. Et donc tu le disais tout à l'heure, en fait, quelque part il n'y a rien de nouveau parce que dans le monde de l'industrie, c'est des choses, tout ce qui était SCADA, les PLC, etc., ça existe depuis des années et des années. Donc du coup, pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là maintenant ou depuis quelques années par rapport à il y a 15 ans, il y a 20 ans pourquoi c'est nouveau? Alors, il y a probablement 2 raisons. Alors déjà, on a inventé un terme pour tout ça. On dit la convergence entre IT et OT. On dit déjà quand on met un nom sur quelque chose, ça commence à exister. Voilà. Donc en fait, convergence entre le monde de l'IT et le monde de l'OT sont en train de converger. Alors c'est pas quelque chose qui arrive comme ça en 5 minutes. Ça va prendre 10 ou 15 ans. Ça a commencé il y a 5 ans. Ça va encore se poursuivre pendant 10 ans. Il y a une convergence entre IT et OT. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 raisons. Il y a une raison, c'est la sécurisation de ces environnements. Le monde géopolitique est ce qu'il est. Il y a des cyberattaques. Ce qu'on attaque, c'est le réseau de distribution d'eau potable, c'est la centrale nucléaire, c'est des usines. En fait, ces environnements-là, OT, sont potentiellement vulnérables. Mais du coup, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais c'est pas plus simple de pas les mettre en réseau justement pour les sécuriser? Eh bien, deuxième raison. De pas avoir le problème. Voilà, la deuxième raison, c'est que en fait, la transformation numérique, là, on a des smartphones, il y a le cloud, mais en fait, toutes ces applis dans le cloud, à quoi elles servent? Toutes ces applis dans le cloud, elles servent à mieux faire les choses dans le monde physique. Le but, c'est d'avoir une appli qui me permette de savoir qu'il y a une place de parking au 5e sous-sol allée B. Pour ça, il faut connecter le parking au cloud. Hein, c'est pas magique. Le monde physique, c'est qu'il faut piloter le pipeline, là, l'oléoduc aux petits oignons ou le réseau de distribution de chaleur dans la ville, les smart cities. Enfin, tout notre monde physique, il faut remplir les bons camions dans l'entrepôt logistique là avec les bons colis. Tout ça, ça n'existe parce que ce monde physique, l'OT, est connecté à des ERP, à des applications. Donc on n'a pas d'autre choix que de connecter le monde physique. Mais est-ce que c'est pas que de l'optimisation entre guillemets superflue? Je crois pas que le pilotage des réseaux de distribution soit de l'optimisation superflue. Hein, Peut-être pas. Ouais. Le monde est comme ça, c'est-à-dire que le monde est tel que tout ce qu'on invente là, avec l'IT, avec notre Kubernetes, à quoi ça sert de développer toutes ces super applications magiques? C'est pas uniquement pour faire des apps sur un smartphone. En fait, c'est pour que le monde réel fonctionne comme on veut que fonctionne, ou alors c'est pour donner aux employés dans l'entrepôt les outils dont ils ont besoin pour faire leur métier, ou alors c'est pour... Et ça, on n'a pas le choix. Donc une fois qu'on fait ça, qui est la première raison qui crée une convergence entre IT et OT, bon, on a la deuxième raison pour laquelle il faut quand même s'y intéresser de près, c'est que d'un coup, il y a problème potentiel de sécurité, et donc il faut s'assurer qu'on va pouvoir sécuriser tout ça.
il se trouve que la première base pour pouvoir sécuriser, c'est commencer par superviser ce qui se passe. Tant qu'on n'a pas supervisé, on peut pas sécuriser. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas s'il y a un problème. Voilà. Donc voilà. Donc il y a deux choses qui se passent en même temps. Je connecte parce que je veux améliorer, inventer des nouvelles façons de faire les choses, optimiser, transformation, voilà. Et j'ai un petit problème de sécurisation qui apparaît à ce moment-là. Donc il y a un moment donné où effectivement il faut s'y intéresser et regarder ce qui se passe. D'accord. Ça, c'est assez intéressant, effectivement. Tu parlais de convergence. Je pense que c'est un mot qui est assez important parce que c'est ce qui montre vraiment, ça illustre bien que ce qui se passe dans le monde qu'on connaît habituellement de l'IT, ça arrive aussi côté outils. Ça va ensemble. Et on a des solutions qui, effectivement, répondent naturellement aux besoins de l'IT. Et quand on y réfléchit, oui, ça marche dans le monde de l'outil. À la fin, c'est qu'un même monde, quoi. L'humain qui soit employé au client, il n'a qu'un seul monde, de son smartphone à son usage. C'est un seul monde, sauf que historiquement, c'était des mondes assez séparés, voire carrément cloisonnés. C'est pas les mêmes équipes, par exemple. Pas du tout. Effectivement. Ce qui va poser quelques problèmes. On en discutera peut-être tout à l'heure. Est-ce que, en termes de technologie, du coup, comme c'est informatisé, est-ce qu'il y a des difficultés particulières dans le monde de l'OT par rapport à ce qu'on sait superviser dans le monde de l'IT, ou est-ce que finalement, entre guillemets, ce n'est que quelque chose qui vient en plus de ce qui existe, mais sans complexité liée à ça? Les technologies opérationnelles existent depuis 30, 40, 50 ans. Donc on va retrouver tout un tas de protocoles qui ne sont pas du tout les protocoles que l'on utilise dans l'IT. Donc c'est du Modbus, du OPCUA, du Profibus, et il y a des collections de protocoles comme ça. Donc qui semblent compliqués comme ça. MQTT. Donc là, on est dans un monde, il y a tout un tas de protocoles qu'il va falloir apprendre, connecter, et puis il y a des MES, là, Manufacturing Execution. Mais après, ceci dit, ces protocoles sont relativement standardisés. Alors, ils ont été hyper standardisés au fil des années, parce que pour que des machines Siemens marchent avec des machines Schneider Electric et qu'elles se parlent entre elles, pour que ce soit hyper standardisé. Donc, tout ça, c'est standardisé. D'un autre côté, à la fin, si quelqu'un qui bosse dans l'IT depuis 10-15 ans a réussi à s'adapter à tout ce qui a été inventé là ces 15 dernières années en IT, s'adapter aux 10 technos là qui sont un peu nouvelles pour lui ou pour elle dans l'OT, ça va être beaucoup plus facile. Par rapport à tout ce qu'on fait de compliqué là dans le cloud, etc. Bon, là, on est dans des choses qui sont relativement simples. Parce que physique, à la fin, ce sont juste des devices qui communiquent. D'autant plus que finalement, il n'y a pas que l'environnement industriel. À la fin, les simples caméras de vidéosurveillance là, font partie de ce monde de l'OT, doivent être supervisées. Alors, et comment est-ce qu'on supervise une caméra de supervision de vidéosurveillance? Par réseau. On commence par faire un ping, tout simplement. Donc en fait, le protocole au début, c'est on va déjà faire ping, voir si l'appareil existe. Et après, on va monter dans les couches réseau, mais on peut faire des choses très simples. C'est intéressant parce qu'on parlait d'OT, on en a parlé là pendant ces premières minutes, on pensait beaucoup à l'industrie, fabrication, etc. Là, tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle le smart building presque. Alors, il y a le smart building, il y a la smart city. Donc, c'est vraiment quand on parlait de monde réel tout à l'heure, c'est ça, c'est vraiment étendre ce qu'on fait à l'IT à tout ce qui est informatisé ailleurs, en fait. Hein. C'est pas juste... Dans l'agriculture, tous les silos à grains, là. On surveille la température parce que c'est super important, ça peut exploser un silo à grains apparemment. Donc tous les silos à grains, ils sont connectés. Superviser un silo à grains, en fait, c'est juste récupérer quelques métriques de température, vérifier qu'il est bien connecté au réseau. C'est pas du tout rocket science en fait. C'est relativement simple. Mais à la fin, c'est quand même un silo à grains. On peut être content de superviser un silo à grains. C'est relativement simple. Donc, est-ce que chaque agriculteur va installer un outil de supervision pour autant? Donc, c'est pas l'agriculteur, c'est la coopérative agricole qui gère 100 exploitations, qui a investi dans des ERP dédiés au monde agricole, qui pilotent la production agricole et qui donc ensuite doit superviser à la fois son data center et ses applis, mais aussi superviser que toutes les exploitations sont bien connectées au réseau, parce que quand les vaches, avec leurs petites trucs à l'oreille, là, passent pour vérifier qu'elles ont bien pris du lait, mangé, etc. Non, elles prennent pas du lait, elles donnent du lait.
peuvent boire du lait. Il faut que tout ça se soit bien le matin, ça fait pas voilà, mal. il faut qu'elles soient bien connectées. Donc les vaches sont connectées aussi. Donc on vérifie que la connexion est bien faite, que toutes les exploitations parlent bien aux applications de gestion. Et ensuite, on va s'intéresser aux devices eux-mêmes, aux objets, aux silos à grains ou à d'autres. J'aime beaucoup cet exemple de l'agriculture parce que je pense que ça illustre bien le biais qu'on peut avoir, en tout cas que moi j'ai personnellement. Je pense agriculture. Je vais penser à mon agriculteur indépendant. Effectivement, à son échelle, il va peut-être pas faire grand-chose. Non. Mais effectivement, on n'a pas forcément conscience, en tout cas on n'y pense pas parce qu'on sait que ça existe, des coopératives qui vont faire que ça s'organise mieux. Bien sûr. Et je trouve que c'est un exemple qui illustre très bien ton point sur l'outil, effectivement. Il y a une traçabilité absolument obligatoire et cruciale, notamment depuis la maladie de la vache folle, qui fait que même un exploitant indépendant, il vend son lait, il faut quand même que tous les jours, il puisse tracer quelle vache a donné quel lait, parce que si une vache avait un problème, qu'on puisse savoir. Donc, en fait, lui, même indépendant, il est absolument connecté à quelque chose. Donc là, quelque part, il y a même des contraintes presque réglementaires, parfois carrément réglementaires, bien qui sûr. Font que il y a des besoins à ce niveau-là. D'accord. Mais du coup, alors, ce qui est, on parle de convergence. Moi, j'en suis au stade où, finalement, c'est comme l'IT, comme l'informatique. Quelle est la différence, quoi? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Parce que si on se dit que c'est la même chose, finalement, il n'y a peut-être pas d'enjeu particulier. La première différence, c'est celle que tu as citée tout à l'heure, c'est pas les mêmes équipes. Donc, si je suis, moi, en charge de la supervision, dans les 10 prochaines années, si ça n'a pas déjà été fait, mon chef, à un moment donné, va me dire, eh bien, c'est simple, on va augmenter le périmètre. Désormais, tu dois aller jusqu'au bout de ce qu'il y a derrière le dernier routeur au bout du réseau. Il va falloir que tu supervises tout ça. On va augmenter le périmètre. Mais en fait, ce ne sont pas mes équipes informatiques habituelles qui gèrent ce périmètre. Et donc, la première chose à faire, c'est découvrir qui sont ces gens-là qui gèrent des silos à grains, des usines, des parkings souterrains, des bornes de paiement là sur le quai du métro. Qui sont ces gens-là? Parce qu'il va falloir qu'on apprenne à se connaître, qu'on comprenne qu'est-ce qui est important, comment ça marche, quels sont les protocoles, de quoi ils ont besoin, avant de commencer à augmenter le périmètre, étendre le périmètre depuis le data center, le cloud, jusqu'au réseau, jusqu'à ce qui est connecté au réseau, en bordure de réseau, justement. Donc ça, c'est la première différence. La différence technologique, c'est pas la plus compliquée, puisque dans l'IT, la techno, tous les ans, il y a des nouvelles techno. Ça fait 50 ans que ça dure. Donc voilà, ce sont des nouvelles techno. Donc l'enjeu, il est pas là. Et puis, c'est pas toujours des nouvelles techno. En fait, il y a beaucoup de choses qui vont être supervisées avec le bon vieux protocole SNMP. On supervise les chambres froides, par exemple. Des chambres froides pour être sûr qu'on va pas livrer des sushis là au restaurant si jamais la température. Ça, c'est du SNMP, le protocole des années 90. Ça, c'est tout simple. Donc, c'est pas forcément l'enjeu technologique. C'est d'abord un enjeu humain, je pense. D'accord. D'abord un enjeu humain en termes organisationnels. Effectivement, faire, tu le disais, les équipes qui s'occupent de la supervision aujourd'hui, on va venir leur demander tout ça. Il faut qu'elles découvrent un petit peu ce qui se passe autour d'elles. Il y a un enjeu de transformation, effectivement, dans l'entreprise par rapport à ça. Maintenant, ok, je m'occupe de ma supervision là dans mon entreprise. Je suis content, j'ai mon périmètre que je maîtrise bien, je suis à l'aise avec tout ça. J'ai mon chef qui arrive et qui me dit écoute, Vincent, il va falloir que tu t'occupes un petit peu de superviser ce qui se passe dehors là. Regarde un petit peu par la fenêtre. Comment je me lance? Parce que ça montre que je connais pas, justement. Je connais pas les personnes, je connais pas exactement ce que je dois superviser. Comment je me lance? C'est quoi la bonne façon? Première chose, je me balade dans le bâtiment jusqu'à trouver la machine à café où se retrouvent les gens de l'OTI pour pouvoir faire ami-ami. Machine à café, toujours le centre de l'entreprise. Voilà. Donc en télétravail, on faut trouver l'équivalent. Ouais. En fait, on va commencer, comme toujours en supervision, c'est toujours pareil, on va commencer par le réseau. Donc, dans un premier temps, il y a probablement un projet de transformation, de mettre du SD-WAN ou une technologie moderne pour que tous les points distants, là, les vannes sur l'oléoduc ou les arrêts de bus où il y a le petit display, là, tout ça est connecté au réseau. Donc, il y a un projet quelque part qui existe qui est de s'assurer que ce réseau fonctionne bien. S'il n'y a pas de réseau,
pourra pas faire grand-chose. S'il n'y a pas de réseau, on rend pas le service. Ouais. Donc, il y a un réseau qui est mis en place à un moment donné ou qui est modernisé. Et la première chose qu'on va faire, c'est simplement faire de la supervision réseau à la papa. C'est-à-dire, comme avant, on va s'assurer que chaque point, là, partout sur le territoire, est bien connecté, il y a l'eau, le gaz, l'électricité On et fait le un réseau. ping, quoi. Là, on va superviser un routeur, on va superviser les accès réseau, comme on a l'habitude de le faire. On fait un peu plus que ping pour ça. On va vérifier que non seulement il y a du réseau, mais il y a la performance réseau, il y a la bande passante, il y a la latence, et puis le réseau, on va l'étendre au Wi-Fi dans l'entrepôt. Voilà, on va faire notre boulot standard. Alors, des fois, le routeur, c'est un routeur durci parce que il sait résister aux contraintes électromagnétiques. Il y a des routeurs dans les transformateurs électriques. Le transformateur électrique au bord de la route, il y a un routeur là. Alors, c'est pas le routeur Cisco de base. C'est un routeur spécial parce que lui, il est dans un... Mais à la fin, le protocole pour superviser un routeur, c'est le même, qu'il soit durci ou parti. Donc, ça commence tout simple. Et quand tu as le réseau, une fois que tu as ça, en fait, quelque part, tu as toute la cartographie de ce qui existe. Alors, c'est marrant que tu me donnes le mot cartographie parce que ce que vont faire les gens dans ce cas-là, les équipes, c'est qu'elles vont commencer par proposer des cartes géographiques dynamiques, temps réel, qui allument des petites loupiotes vertes un petit peu partout sur le territoire pour montrer que, regardez, on a bien l'accès réseau à tous les endroits et quand ça passe au rouge, j'ai une alerte sur mon Slack ou mon Teams qui m'explique quel est le routeur qui a un problème, quelle interface, etc. Donc, une fois qu'on a fait le réseau, qui est la partie simple, par contre, ça peut faire beaucoup de devices, de points connectés. Mais une fois que j'ai ça, je vais créer ma carte géographique qui me donne la preuve que tout le monde est bien connecté, chaque exploitation agricole ou chaque arrêt de bus ou chaque parking souterrain ou chaque aire d'autoroute ou péage, etc. sur l'autoroute ou toutes les usines, les points de fabrication. C'est assez intéressant quand tu parles de géographie, justement. Là, on rentre dans le métier de la supervision où l'aspect visualisation, c'est un élément clé de la supervision. Bien sûr. On retombe dessus très vite, en fait. Bien sûr. Et le simple fait, à la machine à café, de montrer à ses collègues de l'OTI que désormais, ils peuvent mettre sur leur grand écran là la carte de France ou du pays où ils sont, avec tous les points en vert et rouge, et qu'on sait exactement, et quand ça passe en rouge, ne nous appelez pas tout de suite. En fait, on est au courant. En fait, on a eu une alerte là sur le téléphone. On est dessus. Déjà ça rassure tout le monde. On sait que il y a bien accès à Internet. Alors là, j'ai dit supervision réseau, comme d'habitude. En fait, c'est une énorme simplification parce que c'est réseau et sécurité. En fait, le plus crucial là-dedans, c'est est-ce que le firewall qui protège tout ce qui est derrière là, des cyberattaques, il est bien up and running, est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire qu'il y a une attaque DDoS? Donc en fait, quand on dit il faut commencer par le réseau et c'est tout simple, en fait c'est le réseau et la sécurité. Et en fait, c'est le plus important là-dedans, c'est évidemment la sécurité. On tombe sur l'enjeu de la sécurité. C'est l'enjeu de la sécurité. Au cœur de toute entreprise maintenant. Chaque point vert là sur ma carte, c'est que oui, il y a l'accès à réseau et il est sécurisé. La sécurité est aussi importante, va de pair avec l'accès réseau, bien sûr. Surtout dans l'environnement OT, technologie opérationnelle. D'accord. Donc, est-ce que ça change quelque chose parce qu'une fois qu'on a cette supervision, tu le disais tout à l'heure, tu montes ta carte aux gens qui s'occupent de l'OT, là. Ils peuvent voir ce qui est vert, ce qui est rouge. Par expérience dans le passé, je travaillais dans un autre domaine qui est la maintenance industrielle. Il y a ce qu'on appelle la maintenance préventive où les gens vont faire une tournée, vont aller vérifier que toutes les pièces fonctionnent bien, etc. avant que ça tombe en panne. Est-ce que ça va les aider par rapport à cette notion de maintenance du matériel encore une fois, dans le vrai monde, dans le monde physique? Donc c'est intéressant que tu poses cette question parce que une fois que j'ai fait le réseau, en fait, j'ai juste fait la première étape, quoi. Mais ce qu'attend mon chef, c'est un petit peu plus que ça. Et là, il y a deux possibilités, deux pistes. Si sécurité et réseau il y a deux pistes. Soit ce que je supervise, ce sont des environnements où il n'y a pas d'humain. La vanne de l'oléoduc, le barrage hydroélectrique. Et dans ce cas-là, l'enjeu, c'est de réduire les coûts de maintenance. Parce que comment est-ce que, quand quelque chose tombe en panne, comment est-ce que je vais faire la maintenance là des équipements qui sont en panne, le routeur Cisco qu'il faut rebooter là, en fait, je vais envoyer quelqu'un sur place. Ouais, tout à fait. Envoyer sur place quelqu'un, c'est en fait, je passe par une société de sous-traitance
qu'il y a des gens dans toutes les régions. Et le gars va prendre sa Kangoo, aller sur place, facturer une demi-journée au minimum, 3500 ou 4000 euros, simplement peut-être pour rebooter le routeur ou pour dire non, tout va bien. Donc, à partir du moment où on supervise des environnements comme ça, où il n'y a pas vraiment de personnel, l'enjeu, c'est réduire les coûts de maintenance. Alors, ça peut être simplement en ayant une capacité à distance, accéder aux équipements et faire ce qu'il faut bien. Ça peut être simplement à faire du root cause analysis, savoir exactement quel est le problème pour savoir est-ce que j'envoie le gars ou est-ce que je l'envoie pas? Ou est-ce que ça peut attendre une semaine, quelqu'un passera dans une semaine, ou est-ce que non, ça peut pas attendre? Ou ça peut être des choses plus sophistiquées, ou en fonction des données qui sont remontées, parce que comme je supervise, j'ai des métriques. Peut-être que ces métriques me disent que la barre de péage, là, elle met de plus en plus, met de plus en plus de temps là à s'ouvrir. Bon, peut-être que la semaine prochaine, je vais dire à un tel ou un tel d'aller mettre un petit peu de WD-40. Donc, ça peut aller plus ou moins loin, mais une des deux raisons là de travailler au-delà de la supervision réseau, c'est la maintenance. Maintenance préventive, maintenance prédictive, la maintenance prédictive, réduire les coûts de maintenance, enfin, et le ROI est vite fait, vite vu. C'est-à-dire que si j'arrive à gagner 30-40% là sur mes coûts de maintenance, mais je rembourse l'énergie, l'argent que j'ai mis là dans cette supervision en 3 mois, quoi. Hein. Le ROI est très très rapide. C'est intéressant parce que dans le monde de la maintenance, effectivement, la notion de maintenance préventive, c'est ce qui permet au matériel de pas tomber en panne. Ça coûte cher. Mais en fait, c'est déjà rentable par rapport à ne pas faire de maintenance et le matériel tombe en panne. Bien sûr. Et là, on est en train de dire, on peut aller plus loin que ça avec une supervision qui permet d'améliorer notre maintenance préventive, peut-être d'avoir justement des seuils d'alerte. Tu disais, la barrière de péage, elle commence à être un petit peu moins bien là. Ça, c'est un seuil d'alerte dans la supervision. Sans parler je profite de ma supervision pour remonter tout un tas de métriques que j'alimente à des modèles IA qui vont faire monts et merveilles. Enfin, ça peut aller très loin. Oui, alors là, on rentre vraiment dans la maintenance prédictive, maintenance prévisionnelle en bon français, parce que maintenance prédictive, c'est en anglais, et prédictive, ça se traduit pas par prédictif en français. D'accord. C'est vraiment l'industrie 4.0 dont tu parlais tout à l'heure. On est en plein dedans. C'est un sujet qui est très, très, très tendance, effectivement. Alors, ça, c'est une piste, la maintenance. Mais dans tous les endroits, l'usine, etc., où il y a plein de personnel, ils savent faire la maintenance. Ils attendent pas que quelqu'un supervise la maintenance. Donc eux, ils ont un autre enjeu. Eux, c'est que l'environnement de production, il est piloté par un ERP, par un MES, par des applications qui elles-mêmes sont connectées, etc., etc. Et avant, c'était piloté une fois par jour. On recevait le fichier Excel là de ce qu'il fallait produire dans la journée. Maintenant, c'est quasiment en temps réel, quoi. Hein. Et donc la connectivité entre les machines elles-mêmes et l'applicatif qui pilote quasiment ces machines en temps réel, même s'il y a plein de couches intermédiaires, devient crucial. C'est-à-dire que s'il y a un petit glitch dans cette connectivité, pendant 1 heure, l'appli ne retrouve plus ses petits, etc., 1 heure d'arrêt de production, les coûts sont phénoménaux. Et après, le redémarrage derrière. Donc eux, leur enjeu, c'est pas forcément la maintenance. Eux, leur enjeu, c'est de s'assurer que le service est rendu, le service entre la machine jusqu'aux applications qui, in fine, vont piloter la machine avec tous les éléments intermédiaires. Donc, c'est vraiment une continuité de service de bout en bout, du cloud ou du data center jusqu'au device qui est là-bas, bien loin du dernier routeur d'accès, et de s'assurer que toute cette chaîne applicative ou cette chaîne de processus ou cette chaîne de services fonctionne correctement. Tu vas vraiment avoir la vue business de ce que tu fais, enfin la vue métier, business, c'est une vue métier au sens métier de la production, métier, voilà. Eux, ils ont un métier, ils sont là, en gros, on a rajouté du temps réel pour optimiser. Maintenant, ça se passe un petit peu à la seconde près, etc. On peut plus dire, bon, là, j'ai pas accès à l'ERP, bon, je ferai l'export Excel dans 1 heure. Non, là, c'est connecté, il y a plus personne. Et faut que ça... Donc, eux, ce qui est crucial, c'est que dès qu'il y a une panne quelque part sur cette chaîne, il faut qu'ils soient au courant. Alors, si c'est crucial, ça a été redondé. Si le truc tombe en panne et que c'est crucial, il est redondé. Sauf que faut pas la double panne. Ouais, c'est ça. Quand c'est redondé, ça veut pas dire qu'on peut rien faire. Ça veut pas dire qu'on s'en fiche. Déjà, il faut réparer le truc, tout à fait. Pour que ce soit à nouveau redondé. Et puis, il y a toujours un risque de double panne. Donc, en fait, là, eux, ce qui les préoccupe, c'est de s'assurer que de la performance du service de bout en bout, de l'environnement applicatif, je dis l'ERP, en fait, il y a 12 applications qui sont en jeu,
l'environnement applicatif jusqu'aux machines. Dans une carrière où on produit de la pierre qui va à la fin servir à être mis sur les murs là des immeubles à la Défense, quelque part dans le processus, il y a une machine qui vérifie la qualité des pierres. C'est du SCADA, c'est du PLC, c'est vraiment de l'outil là. Mais cette machine, elle est connectée en temps réel à des applis top modernes qui tournent chez AWS quelque part, quoi. Et si jamais la connexion ne se fait pas bien pour une raison ou pour une autre, là d'un coup tout s'arrête, la carrière s'arrête, quoi. Et c'est impact business direct, en fait. Voilà, c'est pas possible. Donc ça c'est une deuxième piste. Je vais pas totalement m'intéresser à la maintenance, je vais m'intéresser au métier. Et à m'assurer que le service fonctionne bien de bout en bout et que dès qu'il y a un problème, quelque chose qui devient un petit peu critique, qui prend du retard, etc., je puisse travailler dessus pour corriger le problème avant qu'il n'impacte la chaîne de production. C'est ce qu'on veut absolument pas. D'accord. Après, il y a plein de variantes. Là, on parle de chaîne de production, mais il y a des exemples, c'est juste les aéroports. Quand je prends l'avion, à un moment donné, je scanne mon ticket, là. À une borne, voilà. La production, c'est pas de la construction, c'est un service, là. C'est un service. Ouais, tout à fait. Si jamais il y a un petit glitch entre la borne, là, du gate 27 où je suis en train de prendre mon Airbus et l'application qui dit que moi j'ai bien payé mon billet, on remplit pas l'avion décolle pas. Enfin, dans un aéroport, ça devient vite, voilà. catastrophique. C'est vite catastrophique. Ouais, donc, cette notion de service, ça peut être beaucoup de choses. Et donc, c'est assez important de faire cette. Donc, en anglais, on dit service mapping, c'est de la modélisation. On va modéliser un service métier de bout en bout. D'accord. Et ensuite, on va le superviser. Et ensuite, on va aider les équipes à corriger les problèmes quand ils arrivent, avant que les problèmes n'impactent réellement le monde physique, le monde réel. Tu parles de service mapping, c'est quelque chose qu'on fait dans le monde de l'IT aussi, du coup, quand on supervise, finalement. Bien sûr. En fait, là, c'est juste. Cette partie-là est beaucoup plus proche de ce qu'on fait dans l'IT. C'est vraiment très proche, quoi. Simplement, il faut l'étendre. Il faut l'étendre au monde réel. C'est vraiment des choses concrètes. Et c'est là où il faut quand même parler entre équipes. C'est pas le technicien informatique qui va comprendre que le portique dans l'aéroport, comment il fonctionne. Et vice versa, ce sont pas les spécialistes de l'outil qui savent quelles applications sont en jeu, comment elles sont connectées, quels sont leurs problèmes de performance. Enfin, donc là, c'est vraiment un cas où la seule façon de s'en sortir, c'est d'être dans une salle, un grand tableau blanc, plusieurs heures, pour dessiner le processus de bout en bout, pas en oublier la moitié, vérifier que tout ce qui est critique est bien redondé et que ce soit bien supervisé. Et ensuite on va vouloir partager l'information avec qui de droit. On va faire d'autres types de cartes. On a dit la carte géographique, ça c'était le truc simple. En fait, on va faire 2 autres types de cartes. Dans le cas de la maintenance, on va produire des cartes interactives temps réel, des sites, où là c'est le plan du site physique, l'aéroport, où on montre où sont dans les étages ce que l'on supervise, parce que à la fin, le technicien de maintenance, lui, il a besoin de savoir. Il se repère dans le monde réel. Lui, il a besoin de savoir à quel étage, quel placard faut ouvrir pour appuyer sur le bon bouton, quoi. Donc, il va falloir produire des cartes de chaque site qui sont les cartes physiques où on met les équipements connectés à IT pour dire où est-ce qu'est la panne. Alors, les équipes les plus ambitieuses ou les plus astucieuses ou les plus malines vont automatiser la fabrication de ces cartes, en fonction de tous les sites, pour que ce soit distribué de manière automatique, etc. Ça, c'est un type de carte, et c'est plutôt la maintenance. Puis, il y a un autre type de carte qui est plutôt pour la modélisation d'un service de bout en bout, où là, ce qu'on va montrer, c'est une espèce d'arbre de dépendance. On va montrer tous les éléments là qui sont interdépendants pour rendre le service, de façon à pouvoir montrer visuellement, facilement, à toutes les parties prenantes. Là, en ce moment, c'est en train de déraper à tel endroit. Voilà. D'accord. Je trouve que c'est vraiment un sujet qui est passionnant. Alors on a fait un tour d'horizon. Déjà, on est rentré pas mal en profondeur, je trouve. Mais ce qui est assez intéressant, en tout cas moi, ce qui me parle sur le sujet, c'est l'impact que un outil de supervision, entre guillemets, informatique, quand on pense monde informatique, on pense vraiment à tout ce qui est logiciel, à la rigueur les serveurs, mais l'impact qu'on peut avoir dans le monde réel, et ça c'est fascinant. Tu donnes les exemples des aéroports, des barrières de péage, etc. Dans ma vraie vie, moi, je vais faire mes courses ou je sais pas quoi, ça veut dire que
dans ma vraie vie, je rencontre des choses qui peuvent utiliser un outil de supervision. Quand tu passes à la caisse du supermarché, mais juste pour que tu puisses passer à la caisse, il y a au moins 10 applications différentes, celle qui donne les prix, celle qui gère les stocks, celle qui gère ta carte de fidélité là et les points. Ça, on n'en a pas conscience en fait. Mais à chaque fois que tu scannes le petit bip bip, il y a tout ça qui se met en œuvre. Et il faut que ça fonctionne, parce que si tu arrêtes tout le monde aux caisses là, un samedi après-midi juste avant Noël, c'est quand même un problème. Donc un autre exemple, c'est que quand on prend le bus, donc il y a ces fameux displays, ou quand on prend le métro, finalement, en tant qu'usager, moi, qu'est-ce qui est le plus important là est-ce que le chauffeur de bus conduit bien? Bon, non, parce que de toute façon, je regarde pas ce qu'il fait, je regarde mon écran là. Donc, le chauffeur de bus, voilà, nous, on s'en fiche. Nous, ce qui compte, c'est l'information voyageur. Donc, il y a des logiciels de gestion d'incidents et d'information voyageurs pour pouvoir dire attention, ligne 14, problème à tel endroit, reprise du trafic, ou pour dire le bus arrive dans 12 minutes. Et finalement, en tant qu'usager, pour moi, le plus important, c'est d'avoir l'information voyageur. Là, avant même de quitter la maison, quand il pleut, je vais regarder, attends, est-ce qu'il se passe dans 12 minutes ou dans 3 minutes, parce que je vais pas courir à la même vitesse, quoi. Donc, en fait, pour nous, le bus, c'est pas est-ce que le chauffeur de bus, il conduit bien, c'est est-ce que l'information voyageur est fiable. C'est ça le plus important. C'est quand même important qu'ils conduisent bien. Oui, surtout que je fais aussi du vélo dans la file de bus. Donc, j'ai besoin des deux. Voilà, ouais. J'ai besoin des deux. Très bien. Écoute, je pense que c'est un super aperçu. Je te remercie parce que on est vraiment entré dans le sujet. J'espère que ça rend les choses assez concrètes pour tout le monde, que ça donne un aperçu et de se rendre compte que le sujet de la supervision, il peut, et il l'a déjà, en fait c'est déjà le cas, hein, réellement, il peut avoir un impact dans le monde réel, que c'est utilisé dans le monde réel. Tous les exemples que tu as donnés là, c'est pas des exemples imaginaires, hein, c'est vraiment des exemples qu'on connaît chez nous. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant et je trouve que pour expliquer le métier de la supervision à des gens non informaticiens, ça rend l'illustration beaucoup plus simple aussi. Hein. C'est pas juste dire je travaille pour que l'informatique ça continue de fonctionner. Ça parle pas forcément à des gens, alors que si tu leur dis je travaille pour que effectivement ton aéroport il fonctionne, là les gens comprennent directement. Et finalement, moi ce que j'ai remarqué en discutant avec les uns et les autres, c'est que quand on bosse dans l'IT, effectivement, on va passer un temps fou à s'assurer que le cluster Kubernetes fonctionne bien. Tout ça, c'est quand même assez virtuel. Déjà, on a du mal à s'imaginer. Le cluster Kubernetes, t'as déjà perdu mais même, beaucoup de personnes. Voilà, les gens, ils connaissent, mais c'est vrai qu'on fait un métier qui est quand même très virtuel, difficile. Ouais, c'est ça. Quand je dis, moi, je travaille pour que l'information voyageur, là, soit fiable, c'est concret. Voilà, d'un coup, les gens comprennent. Les gens comprennent, et même moi, je suis un petit peu plus heureux de ce que je fais dans ma journée. Et c'est satisfaisant. Je te rejoins là-dessus. C'est plus satisfaisant, en fait, de se rendre compte de cette continuité de l'informatique, de l'IT, jusque dans le monde réel, l'OT. C'est plus satisfaisant de savoir qu'il y a une continuité parfaite de tout ça et qu'on fait partie des gens qui s'assurent que tout est sous contrôle. En permanence. C'est magnifique comme tu finis. Franchement, c'est même pas scripté, c'est incroyable. Donc écoute, merci pour ce tour d'horizon encore une fois. J'espère vraiment que ça vous a apporté quelque chose en termes de compréhension de ce que c'est l'OT. C'est vraiment cette notion de convergence IT-OT. C'est pas nouveau, mais on n'en parle pas non plus beaucoup. Et je trouve que c'est très important de comprendre ça, de comprendre que dans notre métier de la supervision, quelque chose qui va se faire de plus en plus. Tu disais effectivement, les équipes, on va leur demander de le faire de plus en plus. Donc vraiment, un grand merci Pierrick pour ce message. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires sur ce sujet-là, des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir dans les commentaires sur les différentes plateformes. On va y répondre avec plaisir. Si vous avez apprécié, évidemment, nous, on aime bien les petits likes. Vous n'hésitez pas à partager ce podcast avec tous vos amis, même vos ennemis. Mais bon, en général, c'est pas un cadeau quand on envoie quelque chose à un ennemi. Bref, partagez. J'espère que les gens vont bien comprendre ce sujet de l'OT. Et puis, effectivement, tu l'as dit, en attendant, c'est quelque chose que tout le monde doit prendre sous contrôle. Et avec ce que tu as dit, je pense que ce sera très, très clair. Merci tout le monde. À une prochaine fois. Merci.